Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La loi fondamentale du Cameroun, en son article 14, alinéa 3, stipule « Les chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates en session ordinaire chaque année au mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat après consultation du président de la République. » C'est donc en conformité avec la loi que Cavaillé Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, a signé ce jour l'arrêté de convocation de l'Assemblée nationale pour une session ordinaire, le mardi 12 novembre 2019 à 11h. Une session ordinaire qui intervient dans un contexte post-grand dialogue national des assises nationales organisées à Yaoundé dès la fin du mois de septembre dans l'optique de ramener définitivement la paix dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Un mois après, les nombreuses recommandations formulées au terme des 4 jours de travaux et remises au chef de l'État ne sont toujours pas implémentées. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Convocation du Parlement, une session très tendue. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Arsène Batsogo. Bonsoir Arsène. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout de cette émission que j'allais appeler la mythique émission Equinox ce soir parce qu'elle inspire beaucoup, elle a une grande audience, elle édifie, elle inspire. Du côté de la même foi, Famba? Bien évidemment. Oui, parce que vous êtes, vous m'avez dit que vous êtes départemental MRC. Exact. Du côté de la même foi. Bien évidemment, on regarde ce programme de très près parce que il y a véritablement la contradiction, le choc des idées, et tout au moins on donne la parole à ceux qui souhaitent s'exprimer de manière équitable. Voilà, merci. Merci d'avoir accepté cette première invitation. Hein. Merci. Oui, c'est la première invitation chez Equinox ce soir. Peut-être pas la première intervention chez Equinox Télévision. Ouais. Voilà. Bonsoir, Célébé. Bonsoir, Serge Alain. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Le PCRN. Le PCRN se porte très bien. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui même dans les différents départements parce qu'on prépare les élections depuis bientôt 1 an. Ah, vous avez déjà la date? Non, on prépare les élections depuis bientôt 1 an, c'est ce que j'ai dit. Législative et municipale. Législative et municipale, effectivement. Même comme le corps électoral n'est pas convoqué. Je pense qu'on n'attend pas la convocation du corps électoral pour aller sur le terrain, parce que si on se réfère à la loi, on n'aura que 60 jours pour être sur le terrain. Le Cameroun est suffisamment grand pour... être beaucoup trop grand pour ne faire son tour qu'en 60 jours. Donc on a commencé évidemment dès le lendemain de l'élection présidentielle. Ouais. Donc oui, je peux dire qu'on se porte bien. On a donc pour vous, la page de la présidentielle est tournée? Enfin, je pense que la page de la présidentielle est tournée depuis la prestation de serment. Okay. Donc maintenant, la nouvelle page qui s'offre à nous, c'est celle des législatives, des municipales et des régionales. Voilà. Stéphane Zanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Serge Alain. Vous allez bien? Vous êtes le politologue sur ce plateau. Vous êtes entre deux gladiateurs, le MRC et le PCRN. Je suis honoré de partager le plateau avec ces politiciens très engagés. Voilà, vous êtes le politologue. Comment vous appréhendez déjà cette session de novembre? Est-ce que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, est-ce qu'on pourrait s'attendre à beaucoup de choses? La session de novembre, comme il est de tradition, est la session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget. C'est une session ordinaire dont les travaux sont déjà connus préalablement. Oui. Donc nous attendons à ce que les députés de la Chambre haute et de la Chambre basse se penchent sur l'examen du budget. Voilà. Arsène Vogo, vous également, vous n'avez pas participé au grand dialogue national, mais il y a quand même des éléments qui reviennent. Le corps électoral n'est pas convoqué, certes, mais il y a ce problème du code électoral. En réalité, qu'il faut revoir. C'est véritablement l'une des pièces socles
qui est la source des conflits, tout au moins de la crise post-électorale, et dont il convient justement pour cette session de faire une session de pacification du pays au-delà de ces missions classiques. Voilà. L'examen du budget. Et le vote du budget. Oui, parce que il y avait deux crises, il y en a deux crises, la crise post-électorale, la crise sociopolitique, et le dialogue tel qu'il avait été pensé par le MRC et d'autres organisations de la société civile et d'autres partis politiques. Il était question que des problèmes qui se posent dans la zone, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et les critiques acerbes sur ce code électoral soient posées sur la table, et que une fois des résolutions dégagées, que ces résolutions suivent donc le cheminement institutionnel qui voudrait que ça passe par des avant-projets de loi, et qu'une fois l'Assemblée vote et adopte et la présidence promulgue, que ça soit implémenté. Mais sauf que les véritables sujets, sources de conflits et peut-être gages de solutions, s'ils avaient été examinés, ont été écartés du dialogue. Ils ont été écartés du dialogue. La question de la révision institutionnelle, la révision constitutionnelle, la révision du code électoral, cet ensemble de questions-là n'a pas été abordé. Maintenant, les problèmes de fond, quand on parle de la révision constitutionnelle, c'est la forme de l'État. Ces questions également n'ont pas été abordées. On a abordé ce qui existait déjà pour faire des propositions sur ce qui existait déjà. Donc, nous sommes très curieux de voir comment cette session va se dérouler. C'est véritablement une session très attendue. Oui. Axel Ébé, pour Stéphane Zanga, la mission principale de la session novembre, c'est le budget. Il ne faut pas sortir de là. Mais on sort quand même d'un grand dialogue. Les gens attendent. Bon, déjà, c'est une session ordinaire. Donc, oui, bien sûr. Je m'attends bien que la session de novembre parle des questions de budget. De budget, oui. Maintenant, je me dis, enfin, j'ose croire, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ose croire qu'il y aura d'autres sujets à l'ordre du jour. J'attends que l'ordre du jour soit publié. J'espère qu'on parlera de l'implémentation des résolutions du grand dialogue, et pas que, peut-être même de la révision du code électoral. Je suis aussi curieux que vous de savoir quelles sont les questions qui vont être débattues au Parlement dès le 12 la semaine prochaine. Le 12. Justement, Stéphane, pour vous, les recommandations du grand dialogue, ça peut toujours continuer à attendre? Serge Alain, la session budgétaire se prépare longtemps à l'avance par les services techniques du gouvernement. Et on procède à des pré-conférences budgétaires, et puis la mouture est transmise à l'Assemblée nationale, au secrétariat général qui prépare les dossiers, qui les transfère aux parlementaires, et d'importants travaux en commission vont se dérouler pour cette importante mission qui est l'examen et l'adoption du budget. Elle s'étale sur une durée bien déterminée. C'est vrai, nous sortons d'un grand dialogue national qui a été suivi par de très fortes recommandations qui demandent à être implémentées. Mais le Parlement peut se pencher sur ces questions-là dans le cadre d'une session extraordinaire. Oui. Donc, dire que dans l'ordre du jour de la session de novembre, on va intégrer des questions relatives au dialogue, je ne pense pas. Elles peuvent faire l'objet d'une autre convocation du Parlement pour se pencher sur la question. Ce n'est pas pour dire que les résolutions de ce dialogue ne sont pas importantes et qu'elles ne doivent pas être logées dans un cadre constitutionnel. Ça, c'est également l'avis des formations politiques de l'opposition qui ont des vœux revoir le code électoral, un code électoral qui est déjà favorable à la majorité parlementaire, à la majorité au pouvoir, à savoir le RDPC. Le RDPC et sa majorité n'ont aucun intérêt à ce qu'on touche une virgule là-dedans. Si ce code leur est favorable, je ne sais pas s'ils vont se pencher sur sa révision dans le but qu'il ne leur soit plus, entre guillemets, favorable. Ça, je ne pense pas. Lorsqu'un parlementaire comme Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya jette un pavé dans la mare, comme il a fait au premier jour du grand dialogue, vous croyez que c'est innocent? Le parlementaire Ibrahim Bombon-Dioya n'a pas prononcé. Il faut voir sous quelle casquette il a prononcé ce discours. C'est un sultan, c'est le sultan qui a été convoqué. Le grand dialogue national a réuni toutes les forces de personnalité. Il a enlevé sa casquette de parlementaire. C'est pas le parlementaire qui s'exprimait. C'est le politique. C'est
C'est un chef traditionnel, c'est un leader d'opinion qui s'exprimait. Maintenant, revêtu de sa casquette de parlementaire, il tiendra tout un autre dialogue, tout un autre débat, autant pour moi. Vous savez que très vite, il a été recadré par les organisateurs du dialogue qui avaient estimé qu'il a relevé des questions qui n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour. Dans le RDPC, pour vous, c'était innocent? Il ne savait pas ce qu'il y avait à l'ordre du jour? Je ne vais pas rentrer dans la psychologie de M. Mbombo Njoya. Il avait son allocution. Est-ce qu'elle a fait l'objet d'une vérification préalable par les organisateurs du dialogue? Je ne pense pas. Auquel cas, certains pourraient être élagués de son allocution. Mais si elle a été prononcée, il y a eu des réactions. Elle a suscité certainement des réactions, des questions qui ont certainement séduit certains leaders de l'opposition, certains membres de l'opposition qui, je le dis, n'ont pour seul vœu que la révision de ce code électoral. Mais il faut le relever. Je pense que nous sommes à la veille d'une échéance électorale locale qui va voir l'élection, qui va voir le mandat des députés et des députés revus. Et vous savez que c'est la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, qui est une chambre très stratégique de ce Parlement, qui a pour rôle justement de modifier certains projets de textes qui arrivent, qui sont d'origine gouvernementale. Alors, les partis politiques doivent plutôt réviser la stratégie et aller de façon sereine à cette élection locale qui est une occasion phare pour donc modifier ces textes. Il faut que le RDPC, pour que certains projets de texte passent à l'Assemblée nationale, perde sa majorité, entre guillemets, au profit de je ne sais quel parti. Et là, vos vœux seront implémentés. Mais ne demandez pas à un parti qui a travaillé pour avoir une majorité confortable au Parlement de modifier des dispositions réglementaires qui vous seront favorables. Je dis, c'est un leurre. Ok. Arsène Batsogo, allez d'abord aux élections, vous rentrez à l'Assemblée, puis vous changez dans le code électoral. C'est la substance des propos de Stéphane Zanga. C'est sa logique à lui, à l'heure d'élection, venir changer le code. Parce qu'il trouve qu'il n'y a pas... Quel intérêt le RDPC a aujourd'hui à changer un code qui lui est favorable? L'intérêt de la nation tout entière. Ah, l'intérêt de la nation? Bien évidemment, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la nation camerounaise, l'État, le pays, est dans une situation critique. On n'apprend plus, ça bouge et ça bouillonne de partout. Il est pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt égoïste d'un individu ou d'un individu que cette loi soit révisée. Déjà, ce n'est pas parce que la loi garantit les intérêts d'un parti qu'il va falloir... Parce qu'il y a d'abord un problème qui se pose. L'égalité des chances dont prend la démocratie n'est pas garantie par cette loi. Est-ce que le sentiment, lorsque les Camerounais vont à l'élection, est celui où non seulement leurs votes seront pris en compte et sécurisés, mais également la mobilisation de l'appareil administratif permet justement que les uns les autres s'expriment. On a vu pendant la présidentielle dernière comment est-ce que les représentants du MRC par exemple, où je suis, ont été traités sur le terrain dans une certaine dimension. Les présidents des bureaux de vote qui, malheureusement, on disait qu'ils avaient été formés, mais qui ne connaissaient même pas exactement à quoi consistait leur rôle. Pour eux, ils étaient plus représentants du RDPC que présidents des bureaux de vote. Vous voyez que toutes ces choses-là, le sentiment, il reste. Et c'est toujours une source de conflit que si on continue dans cette dimension, il y aura encore une autre crise post-électorale et dont on ne peut pas pronostiquer exactement l'ampleur au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a trop de tensions au niveau du pays. La logique serait que si on a une loi tout au moins juste équitable, qui sur la balance donne la possibilité, la chance à tous les partis de pouvoir compétir avec des règles bien sûr qui permettent aux uns aux autres que tu sois fort, que tu sois faible, mais tout au moins au starting block que vous ayez la même chance. Si on avait donc une telle loi, on ne serait pas aujourd'hui en train de demander la révision. On ne demande pas la révision du code pour que la loi soit défavorable au RDPC, non. La révision du code, c'est pour qu'il y ait égalité de chances. Pour qu'il y ait égalité de chances, qu'on ait le sentiment que les institutions en charge de gérer les élections sont véritablement neutres et sont dirigées par des personnes de bonne moralité ou de moralité neutre. Quand vous prenez les CAM, vous prenez le Conseil constitutionnel, vous prenez par exemple les commissions
d'examen ou de vote, vous prenez le rôle que joue l'administration territoriale, etc., etc., vous n'avez pas le sentiment qu'il y a égalité de chance. Si la démocratie est un jeu, comme le football, il faut que les règles du jeu permettent à tous les citoyens qui sont égaux en droit devant la Constitution d'avoir, bien évidemment, les mêmes chances, les mêmes opportunités de pouvoir compétir dans les règles et de voir qui gagne, qui est capable de persuader, de convaincre à coup d'idées, à coup bien sûr de programmes, à coup de projets. Et non qu'on aille dans une compétition, dans une élection où 90% des chances sont pour un individu ou un groupe d'individus, auquel cas on n'est plus dans un état de droit. Comment faire pour renverser dans cette tendance décriée par Hassan Bazogo? C'est-à-dire que le pouvoir est sûr d'avoir, comme toujours, sa majorité obèse. C'est moi qui vous posez la question? Oui, bien sûr. Bon, écoutez, vous voulez... Non, vous peut-être lui poser la question. Vous voulez pas aussi que le code change? Évidemment que je veux que le code change. Mais ils vont pas lâcher. Est-ce que vous croyez que le RDPC peut lâcher? Ils vont pas lâcher. Déjà, vous n'en savez rien. Je préfère attendre que l'ordre du jour de la session soit rendu public pour savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, maintenant, évidemment, je ne peux pas le contredire sur ce sujet. Non, nous sommes d'accord que novembre, c'est le budget d'abord. Ok? D'accord. Il peut y avoir une session extraordinaire. D'accord, nous sommes d'accord que novembre, c'est le budget. Oui. Mais il n'est pas anticonstitutionnel de dire que novembre, on parle d'autre chose aussi. Oui. Donc, je ne sais pas pour l'instant. Moi, je m'octroie, je vis dans le Cameroun de Paul Biya. Donc, je m'octroie le droit d'être surpris à tout moment. Peut-être qu'effectivement, on parlera de l'implémentation des recommandations du grand dialogue. Et il me semble que parmi toutes les recommandations, du moins parmi toutes les interventions qu'il y a eu au grand dialogue, on parlait évidemment de la révision du code électoral. Bon, je veux bien me laisser surprendre. Maintenant, si vous me demandez comment faire pour pousser le RDPC, ou du moins les parlementaires à toucher cet aspect du RDPC de revoir le code électoral. De revoir le code électoral, je ne sais pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans un parti d'opposition. Parce que si vous voulez que je vous parle honnêtement, pour moi, jeune Camerounais, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit de la part du RDPC. Donc, mais vous venez de dire que vous pouvez être... Je m'octroie le droit d'être surpris. Hein? Oui, à tout moment. Mais j'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit. Donc, on a fait des propositions pendant le grand dialogue. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que nous, on était présents au grand dialogue. Oui, justement. Et on a fait des propositions. Parmi les propositions qu'on a fait pour le grand dialogue, il y avait évidemment la révision du code électoral. Donc, avant de me demander de commenter la session parlementaire, je veux déjà savoir qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour. Parce que le monsieur qui a étudié nous a habitués à nous surprendre, en fait, à être surpris. Donc, bon, on verra bien comment faire pour les pousser à parler du code électoral. Je pense qu'on a tout fait déjà au grand dialogue. Notre président, le président Cabral Libi, a été dans toutes les 8 sessions et il a essayé de toutes les 8 commissions, pardon. Il a essayé d'imposer ses idées. Je pense qu'il a pris la parole dans toutes les 8 commissions. Je n'y étais pas, mais ce sont les rapports qui nous sont revenus ensuite. Espérons que peut-être qu'il a réussi à influencer 2 ou 3 parlementaires. Depuis tout à l'heure, monsieur le politologue, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Stéphane Zanga nous parle de projets de loi. Il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, il peut aussi y avoir des propositions de loi. Donc peut-être qu'un des parlementaires va nous surprendre avec une proposition de loi posée sur la table qui va... Enfin, vous dites bien, il peut nous surprendre. C'est pour ça que c'est arrivé une fois. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée que je m'octroie le droit d'une petite surprise. Mais bon, si mais Stéphane, d'y croire. Oui, Serge Alain, revenons au grand dialogue national. J'ai l'impression qu'il y a des amalgames. Au lendemain des années 90, il y a eu la conférence tripartite. Dans d'autres pays africains, 1991. En 1991, dans d'autres pays africains, on a connu ce qu'on a appelé la conférence nationale souveraine, où toutes les institutions étaient mises à plat. Au Cameroun, nous avons opté pour la tripartite et qui a débouché, dont les résolutions ont débouché sur une révision de la Constitution, celle de 1996, dont certaines résolutions avaient été noyées dans ce cadre juridique.
Bon, c'est vrai, l'implémentation n'a toujours pas suivi, mais la Constitution fixait déjà le cadre. Mais est-ce que le grand dialogue national a le même statut que la tripartite? Ça, c'est la question qu'il faut bien se poser. Est-ce que les recommandations du grand dialogue national qui se sont faites dans une certaine direction réglementée par la Constitution vont déboucher sur une révision constitutionnelle? Je ne pense pas. Un président de la République a été élu, il a un mandat qui court sur un septennat, il a un programme politique à implémenter sur ce septennat. Il y a des problèmes. La crise post-anglophone, la crise anglophone, autant pour moi, c'est elle qui a été le déclencheur, c'est elle qui a été à l'origine de la convocation du grand dialogue national. Et il s'agissait d'écouter toutes les parties afin que la paix revienne dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. La résolution phare, la thématique phare était le parachèvement du processus de décentralisation. Dans la thématique et les thématiques et le fil conducteur de ce grand dialogue national, nulle part il n'était question de la révision de la Constitution ou d'autres évocations qui avaient été faites, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, par le sultan. Alors, si une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Parlement est convoquée pour se pencher sur les résolutions du dialogue, je suis désolé, ceux qui pensent qu'on parlera de la révision constitutionnelle, elle ne sera pas à l'ordre du jour. Vous parlez, monsieur du PCRN, des propositions de loi. Généralement, quand elles viennent de l'opposition, est-ce qu'elles sont jugées recevables? Il y a toute une procédure dans les bureaux de l'Assemblée nationale pour qu'un projet de texte, une proposition de loi, c'est un problème de procédure? Pour qu'une proposition de loi soit recevable. C'est un problème de procédure, Stéphane? Il faut bien que les propositions aient des chances d'être validées, d'être adoptées. Lorsque vous regardez votre propos dans le champ lexical de l'espoir, pourquoi vous ne voulez pas que moi aussi je parle d'espoir? N'attendez pas qu'une proposition de loi d'origine qui vient d'un parlementaire de l'opposition soit adoubée et adoptée par la majorité RDPC. Ils ont dans le RDPC ce qu'ils appellent la discipline du parti. Le parti parle d'une seule et même voix. C'est pourquoi la suggestion que je fais au parti de l'opposition, c'est de préparer sereinement ces élections locales qui vont s'organiser avec ce code électoral qui peut être querellé. Et vous n'allez pas dire que ce code est bien à partir du moment où il vous conduit vers des défaites électorales. La stratégie, et c'est d'ailleurs ce qui justifie votre présence à l'opposition, parce que si le code était bon, vous serez certainement de la majorité parlementaire aujourd'hui. Vous êtes bien dans votre rôle de critiquer le code électoral qui jusqu'aujourd'hui ne vous est pas entre guillemets favorable. Quand je parle de favorable, je dis encore que le code est favorable à la formation politique qui remporte, qui sort victorieuse d'une consultation électorale. Bon, des irrégularités, on peut en noter. Est-ce qu'elles sont de nature à discréditer l'ensemble des opérations électorales? Là encore est la grande question. Et Arsène Batogo, on reste sur le problème essentiel qu'il faut... Pardon? Vous voulez répondre? Allez-y d'abord, puis on va écouter... déjà, je disais, enfin, il faut bien comprendre que j'exprimais un vœu. Ensuite, si vous pensez vraiment que je suis dans l'opposition parce que le code électoral est mauvais, enfin, je veux bien croire qu'on vient de se rencontrer, mais évidemment, personne ne rentre dans l'opposition parce que le code électoral est mauvais. Les gens rentrent dans le code... je termine. Les gens rentrent dans l'opposition parce que le parti au pouvoir travaille mal ou ne travaille pas du tout. Donc, ça n'a rien à voir avec le code électoral. Maintenant, on veut faire des propositions pour faire changer les choses. Si effectivement, et je vais peut-être un peu paraphraser monsieur Batogo, si effectivement, il a donné des chiffres, je ne sais pas d'où il les tient, mais 90% des chances sont du côté du RDPC. Bon, évidemment, on veut pouvoir toucher tous les Camerounais pour imposer nos idées. Si j'entre dans l'opposition, c'est pour imposer un débat d'idées à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, parce que je considère simplement qu'ils ne nous proposent rien de concret. Encore que il faut voir les faits. Affinez dans vos stratégies. Mais maintenant, je tiens à vous rassurer que nos stratégies de séduction, vous êtes politologue, je suis sûr que vous suivez l'actualité politique. En même temps, c'est peut-être votre métier. Nous sommes sur le terrain. Donc, on rencontre les Camerounais tous les jours et on propose des idées tous les jours. L'objectif est d'arriver à les convaincre, c'est le plus important. Mais c'est ce que nous faisons. Je vous rassure qu'on ne le fait pas pour ne pas être susciter l'adhésion doit être votre ce n'est que ça que nous faisons. Mais enfin, vous m'apprenez quoi là?
Vous pensez vraiment que j'aurais inventé l'eau chaude en disant ça? Je ne viens pas vous faire une leçon. Je suis simplement en train de vous expliquer que si une session extraordinaire du Parlement est convoquée pour se pencher sur les résolutions du grand dialogue, elle va s'apaisantir uniquement sur les résolutions des thématiques qui ont été inscrites et moi, je vous demande donc à l'ordre du jour. Je vous demande donc d'arrêter de faire de la politique et d'attendre que l'ordre du jour soit publié. Une fois que l'ordre du jour soit publié, je vais prendre votre numéro après l'émission et je vais vous dire vous aviez raison. D'arriver à convaincre les parlementaires du RDPC de modifier ce code. Écoutez, moi je suis en train en politique pour convaincre à la fois les citoyens et les parlementaires. Mais n'allez pas convaincre des parlementaires qui siègent à l'hémicycle sous le label d'une formation politique. J'ai suffisamment allez séduire les potentiels électeurs en vue de glaner le maximum de on a réussi à l'Assemblée nationale on a réussi à dans les communes. Le sultan Djoya. Donc pas tout ça à la fois. Je ne perds pas. On a réussi à convaincre le sultan Djoya qui a eu une intervention dès le premier jour. Donc je ne perds pas espoir parce que au final, ce dont on parle, c'est le Cameroun. C'est le temps du peuple. Le peuple, c'est nous. C'est nous qui pouvons réussir à faire changer d'avis les parlementaires. Et je pense d'ailleurs que avant l'émission, on m'avait envoyé des sujets. Et il y avait un sujet à l'ordre du jour qui était la sortie des parlementaires de l'extrême nord, qui commence peut-être à entrer dans l'opposition, dans le RDPC. Donc, vous n'allez pas vous accrocher sur des divergences internes à une formation politique. Arsène Batoko. Je voudrais saisir l'occasion pour rebondir, pour dire que, contrairement au politologue qui me donne l'impression de reproduire le discours dont le système voudrait que les analystes ou alors les observateurs reproduisent, malheureusement, on peut dire que non, il faut aller aux élections, parce qu'il faut convaincre. Si nous parlons de persuasion sur le terrain, au niveau du MRC, la puissance de persuasion est énorme. Voilà pourquoi la contestation de l'élection est maintenue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que il ne suffit pas de convaincre sur le terrain. Mais les mécanismes qui permettent justement que la persuasion, tout au moins l'argumentaire que nous avons utilisé sur le terrain, remonte et soit respecté. Ce sont ces mécanismes que nous contestons et qui constituent donc le code électoral. Parce que ailleurs, il y a des tendances qui sont publiées, et les camps pouvaient publier les tendances, mais la loi l'interdit. Et pourquoi la loi l'interdit? Pour que le régime ait tout le temps de procéder au tripatouillage, au bourrage, à la fraude. Il y a des propositions qui sont faites, qui sont simples, pour dire, vous êtes fort, d'accord. Vous êtes même très fort, d'accord. Mais il faudrait, posons donc une loi juste et équitable pour savoir réellement qui est fort. Parce que lorsqu'un homme, comme le président Maurice Kamto, fait une tournée de près de 340 communes avec une mobilisation, avec une adhésion populaire, et lorsqu'on voit le feedback de ceux qui viennent de la région de l'extrême nord, pour essayer de paraphraser mon copanéliste du PCRN, la misère ambiante qui est de ce côté-là, l'extra-misère, parce que ça c'est l'extra-misère, on est en deçà de la misère. L'archevêque Samuel Cléda l'avait dit à la veille, au lendemain de l'élection, que ce n'est pas admissible que des gens d'une extrême pauvreté comme à l'extrême nord, qu'on dise qu'ils ont voté à plus de 80%. C'est pour nous dire qu'il ne suffit pas d'aller sur le terrain et de convaincre. Si ce n'est que ça, par exemple au niveau du MRC, chaque jour au Cameroun, une nouvelle unité politique est implantée quelque part. Les 2 dernières semaines, moi j'ai présidé à l'implantation. Que vous n'avez jusque-là pas couvert l'ensemble du territoire. Mais quand on dit qu'on implante l'élément, lorsqu'on dit qu'on implante une unité politique, ça voudrait dire tout simplement que ça voudrait, écoutez, l'implantation du parti voudrait dire qu'au niveau des textes du MRC, une unité a 50 membres maximum. Lorsque les membres dépassent 50, il faut comment je vais dire ça, il faut la défragmenter pour créer d'autres unités, d'autres entités. C'est dans cette optique-là. Et puis, il y en a des gens hier qui étaient militants des autres partis politiques et qui aujourd'hui adhèrent au MRC, puisque la campagne d'adhésion au MRC se poursuit chaque jour. Je disais tantôt qu'il y a une semaine, j'étais implanté une unité à Soa et une autre à Nkola-Famba, pour dire que si c'est au niveau de l'ancrage sur le terrain, si c'est au niveau du travail de terrain, le MRC
est aujourd'hui en avance en termes de stratégie, d'ancrage par rapport à nos objectifs. D'accord, ok. Nous ne nous comparons à personne. Nous avions nos objectifs. Donc, nous sommes en avance parce que, comme il dit que nous devons couvrir sur toute l'étendue du territoire, nous disons que le MRC est sur toute l'étendue du territoire. Et en 2017-2018, lorsque le président Maurice Kamto a entrepris la tournée nationale, ayant fait 340 communes, nous étions présents sur 340 communes en 2017-2018. Mais avec le travail qui se poursuit, sans m'abuser, je peux me permettre de dire que le MRC est représenté sur 360 communes, mais pas avec la même densité, parce qu'il y a des communes qui viennent d'être implémentées, il y en a d'autres également qui viennent qui travaillent sur le terrain depuis très longtemps. Donc pour dire qu'il ne suffit pas tout simplement de dire que il faut aller convaincre les électeurs. Nous le faisons, c'est pour ça que le maire a dit que nous ne pratiquons pas la politique la chaise vide. Nous irons aux élections, que ce soit les élections municipales, que ce soit les élections législatives, nous irons. Mais en même temps que nous allons, nous travaillons et nous combattons. Donc vous acceptez parti avec ce code électoral. Le problème est le suivant, c'est que c'est la loi qui existe. Et nous travaillons pour qu'elle soit modifiée, mais en même temps, nous ne voulons pas pratiquer la politique la chaise parce que c'est un piège politique. Pour faire la politique la chaise vide, parce que si le SIF l'avait peut-être compris dans les années 90, en 2012, le SIF n'aurait pas boycotté les élections. Vous aurez peut-être dû le comprendre au Grand Dialogue National. Les élections. Le Grand Dialogue National, nous l'avions compris, mais nous avions dit, nous voulons y aller. Nous qui avions même appelé le Grand Dialogue, entre autres, pas seulement le MRC, il y a d'autres acteurs. Nous étions parmi ceux qui ont appelé en prélude, d'abord depuis 2012, nous appelions, avant que d'autres partis politiques l'appellent le Grand Dialogue. Nous avions appelé au dialogue avec la zone anglophone lors de la création du parti en 2012. C'est vrai, le SIF avait déjà posé le problème sur la table bien avant, mais dans cette nouvelle dynamique, parce que nous assistons à ce qui se passe, une nouvelle recomposition de l'espace politique avec des mutations sociopolitiques, les rapports de force changent sur le terrain. Et quand les rapports de force changent, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont dans les statistiques de 2013 pour dire que non, le SIF est la première formation politique. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que il faudrait que les prochaines échéances, c'est là la bataille politique, les prochaines échéances puissent se faire avec une loi. Comme l'analyse... Et si ce n'est pas fait, Arsène Batogo? Alors, si ce n'est pas fait, oui, nous allons continuer à faire de la pression politique. Nous avions fait la pression sur le dialogue, les gens l'ont combattu, les organisations partenaires, les pays amis ont également adhéré à l'idée. Finalement, le dialogue s'est tenu, mais pas comme on l'a souhaité qu'il se tienne. C'est pourquoi vous n'aviez pas participé? Nous avions dit que même s'il se tenait sous ce format, nous étions prêts à partir. Mais sauf qu'au MRC, ceux qui sont à même de représenter, qui étaient à même de représenter le parti étaient tous en prison. La majorité du directoire et du président national, qui est donc le mandataire du parti depuis la convention de 2018. C'est pour ça que nous avions dit, nous sommes prêts à venir au dialogue. Mais seulement, il faudrait donc que ceux qui sont désignés par le parti depuis la convention pour porter l'étendard du parti, pour parler de manière au niveau national et international du parti, qu'ils soient là. C'est pour ça que le MRC n'était pas venu, parce que il fallait peut-être organiser une autre convention. Nous n'étions pas dans les dispositions de le faire pour désigner un nouveau président national qui donc son mandat courait. Donc nous disons que pour la session-ci, il y en a 9 commissions à l'Assemblée nationale. Il y a la commission de la loi des finances qui traite des questions des finances consacrées à cette session. Il y a la commission des lois institutionnelles, il y en a d'autres commissions. Je le dis encore, pour l'intérêt de la nation. On parle d'apaisement, on parle de retour à la paix, on parle du vivre ensemble qui est mis à mal partout au jour d'aujourd'hui. Mais on ne doit pas se détourner de la mission première de la session de novembre, qui est l'examen du budget. Bien évidemment, on ne doit pas se détourner. C'est pour ça que je parle de la commission des lois des finances qui est consacrée à l'examen et au vote du budget. Et les autres commissions, elles peuvent bien travailler pendant cette session. Parce qu'il y a l'urgence, il y a l'intérêt de la nation, il y a le vivre ensemble qui est mis en mal, il y a la paix sociale qui vole en éclats. Qu'est-ce qui importe dans ce cas? Pour des politiques qui disent qu'ils sont légitimes, des politiques... Non, je n'avais pas à poser les questions. Je peux juste poser une question. C'est lui qui pose les questions. Je chute et puis Gardez votre question. Vous allez prendre votre parole. Vous avez fait votre ping-pong là pendant près de 15 minutes. Allez-y, Arsène. Alors, j'étais disant que l'Assemblée a 9 commissions.
pour l'intérêt suprême de la nation, les usages, et comme quelqu'un l'a dit, je ne suis pas constitutionnaliste, alors, déposer d'autres projets de loi ou poser même déjà le débat, parce qu'il y a un problème. Avant d'arriver aux avant-projets de loi, il faut que le débat soit ouvert. Le député Joseph Yurba du SIF avait voulu ouvrir le débat. Aujourd'hui, où est-il? Il est en exil. Le SIF avait voulu ouvrir le débat sur la crise anglophone. Aujourd'hui, on l'a combattu, mais nous avons vu lorsque le Parlement américain est sorti, lorsque le Parlement européen est sorti, très vite et rapidement même, les chefs de chambre ont fait des communiqués pour... On s'est donc dit, mais est-ce que l'Assemblée, tout au moins le Parlement du Cameroun, dispose des mécanismes à cette capacité de réagir aux questions d'intérêt national qui vont au-delà, bien évidemment, du simplement du cadre légal, du cadre constitutionnel. Donc on s'est dit, s'ils ont pu réagir avec hardiesse, s'ils ont réagi avec hardiesse aux sorties, bien évidemment, de l'Union européenne, du Parlement européen, et également du Parlement américain, ils peuvent également réagir pour l'intérêt national, parce que, je suis donc par cette dernière phrase, ça fait plusieurs chutes là. Bien évidemment, les problèmes qui minent le nord-ouest et le sud-ouest sont les problèmes qui touchent avant tout les familles des élus de ces localités. Stéphane Zanga, pour vous, il n'y a pas urgence là à implémenter tout ce qui a été, tout ce qui est sorti de ces grandes assises nationales qu'on appelle le grand dialogue national? Mais le gouvernement a des moyens d'implémenter. Est-ce que vous comprenez un peu le sentiment? On va dire, l'homme de la Doxa, il dit, bon, 4 jours pour rien, même certains politiques, puisqu'ils ne voient pas les choses véritablement bouger. Bon, maintenant, il y a les partis politiques, le tribalisme monte, et tout ça, les libertés continuent d'être violées au sortir de ce grand dialogue national. Il y a eu certes les libérations, les mesures d'apaisement, mais il y a d'autres éléments qui font douter beaucoup de Camerounais. Bon, c'est normal, certains peuvent douter, mais seul le gouvernement détient un agenda et un timing dans l'implémentation. Ils ont un rythme, une programmation dans l'implémentation des recommandations de ce grand dialogue, qui n'ont pas besoin de passer le président de la République pour demander la libération du leader du MRC et certains de ses co-accusés n'a pas eu besoin d'une session de l'Assemblée nationale pour le faire. Cela participe, c'était des actes forts qui ont suivi le grand dialogue national. Certains actes suivront, dont l'implémentation, les élections locales sont déjà annoncées, le calendrier électoral a été rendu public. Nous attendons la convocation du... Non, il n'a pas été rendu public. Non, pas du tout. Comment ça? Je vais dire que nous attendons prochainement des élections locales et le parachèvement du processus de décentralisation avec la mise en place des régions. Donc les deux collectivités territoriales décentralisées qui sont consacrées dans la Constitution sont la commune et la région. Tout cela est déjà annoncé, nous attendons de tous les vœux. Donc obligatoirement, il ne faut pas une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour que le président implémente les résolutions phares de ce grand dialogue. La vie de la nation en dépend. Nous sommes tous d'accord que ça ne se passe pas très bien dans les régions du nord et du sud-ouest. Il faut absolument le recours de la paix et le gouvernement est ouvert. Je parle pas au nom du gouvernement, mais je sais que l'objectif pour un chef d'État qui est en fonction, c'est de pacifier son pays pour pouvoir implémenter dans la sérénité son programme politique. Bon, maintenant, les leaders de l'opposition peuvent peut-être lui imposer un timing ou un rythme, mais il ne leur appartient pas d'imposer au président de la République, plus que ce n'est pas eux qui ont demandé au président de la République de procéder à des libérations de prisonniers. Ah bon, c'est pas eux. Non, pas eux. Vous n'avez pas de moyens de pression sur le chef de l'État. Vous estimez? Vous n'avez pas de moyens de pression. Estimez? Vous ne pouvez pas donner des orientations à un chef d'État. Et pourtant, il a agi sous pression. Mais il a une vision, il sait qu'il doit poser des actes qui vont dans le sens de l'apaisement. Maintenant, l'opportunité, le rythme et le timing appartiennent au chef de l'État et à son gouvernement. Donc, je ne vois pas la nécessité de convoquer une session extraordinaire du Parlement pour implémenter les recommandations du grand dialogue national. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire. Oui, allez-y. Alors, je vais commencer déjà sur ce que M. Zanga vient de dire. Enfin, je suis quand même choqué comme politologue. Me dit, est-ce que vous avez lu les recommandations du grand dialogue qui ont été rendues publiques? Mais bien sûr, les recommandations sont disponibles. Parce que je pense que en matière de recommandations du grand dialogue, c'est celle que moi j'ai lue, les seuls
où le président de la République peut agir quasiment tout seul. C'est celle sur comment on appelle, le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest en se basant sur, je crois, l'article 55 alinéa 5 et l'article 62 alinéa 3. Là, effectivement, il peut agir quasiment tout seul. Mais bon, et puis, vous reconnaissez au moins qu'il peut agir tout seul. Seulement sur celle-là, mais les recommandations du grand dialogue sont longues. Maintenant, je crois qu'il y a aussi, j'ai cru lire l'implémentation de l'article 66, bon, sur la déclaration des biens avant et après nomination. Enfin, c'est un truc qu'on appelle de tous nos voeux depuis, mais bon, il n'y a que ces deux-là. Tout le reste doit normalement se jouer au Parlement. Tout le reste. Donc, pour encore une fois dans le sens du code de nationalité, hein. Oui, mais tout se joue au Parlement. Enfin, a priori, on est dans un état de droit. Il faut lire la Constitution. Enfin, je pense que vous avez c'est des recommandations qui oui, mais on parle déjà dans ce rapport. Maintenant, le rythme d'implémentation, oui, mais je ne suis pas sur le rythme. J'étais en train de revenir sur le fait que vous me dites que, en fait, tout se décide après les élections législatives. Non, 99% des choses qui se décident doivent se décider au Parlement. Je suis désolé. Donc, quelque part là, si aujourd'hui on dit que le grand dialogue national est véritablement un curseur pour notre nation, notre président est presque pieds et poings liés. Donc tout doit se jouer normalement au Parlement. C'est pour ça que j'en appelle encore une fois à tous nos parlementaires, qu'ils soient RDPC, d'ailleurs j'en appelle aussi à votre parlementaire MR6, qu'ils se bougent en fait. Parce que je n'ai jamais vu quoi que ce soit sortir du Parlement. Et là, la fameuse question que j'avais pour le représentant, excusez-moi, je dis Arsène Batsogok du MRC, c'est est-ce que au MRC, vous avez préparé des propositions de loi via votre député à déposer à l'Assemblée? C'est vrai que vous n'avez pas un groupe parlementaire, mais est-ce qu'au moins vous avez préparé quelque chose? Dans tous les cas, je crois que c'est Serge Alain Autou qui pose la question. D'accord. Bon, ça veut dire non. Donc, en fait, c'est parce que je vais y répondre, mais pour lui dire que le MRC... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. De toute façon, je ne réponds pas, mais je profite de l'opportunité pour prendre la parole, puisqu'il m'a tendu la verbe, sauf s'il reprend son Oui, mais dites oui ou non. C'est une question fermée. Si vous allez à ce niveau, je ne vais pas répondre. Mais tout simplement pour dire que le député Saublazard en a fait. C'est vrai, c'est une goutte d'eau dans la mare, mais il en a joué son rôle. Ok, en fait, ça ne répond pas du tout à la question parce que je parlais de la convocation du 12. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, je me rends compte... Vous emmêlez les pédales finalement. Vous allez dans quelle direction? Parce que vous parlez de la convocation du 12, vous demandez si le MRC en a fait des propositions. Non, je vous demande si le MRC a préparé des propositions. Mais bon, vous n'avez pas compris la question, ce n'est pas grave. C'est votre tour de parole. Oui, donc en fait, ce que je voulais... Enfin, il a dit beaucoup de choses. Certaines choses sont d'ailleurs très intéressantes sur les différentes commissions. Enfin, je pense aujourd'hui que ce qui doit compter, c'est le Cameroun. Quand on me dit que... 2000 personnes, plus de 2000 personnes sont tombées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand je vois qu'il y a 3 crises, une crise dans l'est, une crise à l'extrême nord et des crises, comment dire, des crises latentes, comme on a vu à San Mélima ou alors dans le littoral, pour vous en prendre. Oui, évidemment, toutes les crises, parce que je sais que notre président se définit comme un mendiant de la paix. En général, quand on se définit comme un mendiant de quelque chose, c'est qu'on a un manque. Donc c'est qu'il y a un manque de paix au Cameroun. Je pense qu'à un moment, on doit oublier qu'on appartient au RDPC, qu'on appartient au MRC, qu'on appartient au SDF, qu'on appartient au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, même si nous n'avons pas de députés actuellement, et qu'on doit être capable de se dire que cette session, il faut tenter de faire quelque chose pour sauver notre pays. Enfin, la situation est suffisamment grave pour tenter de faire... Peu importe le mouvement, peu importe d'où il va venir, moi je ne suis pas dans des querelles partisanes. Si ça vient du MRC, j'applaudirais. Si ça vient du RDPC, j'applaudirais. Je veux juste qu'on considère que ce qui est important aujourd'hui, c'est le Cameroun et les Camerounais. Comme au PCRN, on dit tout le temps, l'humain est au centre de nos préoccupations. Donc le Camerounais est au centre de nos préoccupations. Donc excusez-moi, enfin, monsieur le politologue, monsieur Zanga, d'espérer que... Peut-être que cette fois-ci, quelque chose va changer.
quelque chose. Justement, Stéphane Zanga, Axel Ebé pose le problème, hein, l'intérêt supérieur de la nation qui devrait en fait guider l'ensemble des parlementaires. On ne devrait plus se contenter du fait qu'on appartienne à cette majorité dite obèse pour bloquer, pour le dire comme ça, certaines situations qui pourraient faire avancer le pays. Est-ce qu'il n'est pas temps que, parce que, comme il a dit, les crises, ça couvre un certain nombre partout. On a vu le cas des Saint-Mélima, l'autre jour à Ebolova encore, tous les jours on sent. Il y a eu des mesures d'apaisement, mais nous sommes retombés dans le même travers depuis quelques jours. Oui, nous retombons dans les mêmes travers parce que certains ne font peut-être pas preuve de bonne foi. Les partis d'opposition, lorsque le pays s'embrase, il n'y a pas de chapelle politique. Pour que la politique se fasse, il faut qu'il y ait un environnement de paix. Donc la recherche de la paix n'incombe pas uniquement au gouvernement en place. Les formations politiques de l'opposition doivent même faire bloc avec le gouvernement, d'abord pour rechercher la paix et dans un environnement totalement pacifié, reprendre une activité politique qui est celle de la contestation de l'idéologie du parti qui est au pouvoir. Là, c'est une activité politique normale, mais qui ne peut pas se dérouler sous un environnement perturbé. Stéphane Zanga, on va revenir après le journal. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos trois invités. Place tout de suite aux 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau, madame, monsieur, c'est la deuxième partie. La partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Arsène Batsogo, Axel Ebé, oui, voilà, et Stéphane Zanga. Stéphane, je commence par vous. Il y a cette situation. Hier, c'était les 37 ans du renouveau. On a vu le RDPC se déployer sur l'étendue du territoire national. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le MRC qui entend manifester le 6, le samedi 9, que sa manifestation soit interdite? Vous savez, les manifestations publiques sont autorisées par les autorités administratives au niveau des arrondissements, notamment les sous-préfets, c'est leur principale prérogative. Lorsqu'une formation politique voudrait organiser une manifestation sur le terrain, elle se doit d'adresser une demande de manifestation publique au sous-préfet qui est territorialement compétent. Alors le sous-préfet ne décide pas de l'autorisation ou de l'annulation ou de la suspension d'une manifestation publique seul dans l'intimité de son bureau. Le sous-préfet travaille avec un ensemble de collaborateurs, notamment des services de renseignement et de sécurité. En toute collégialité, il soumet la demande et il a des avis qui viennent donc de ces services qui motivent sa décision. Il faut rappeler que le sous-préfet n'annule pas une manifestation, propose généralement d'autres dates au requérant, peut-être d'autres lieux, en fonction des informations en sa possession. Et le sous-préfet, et le sous-préfet quelquefois ne met pas toujours à la disposition des requérants les véritables mobiles qui ont motivé l'annulation ou là vous êtes dans la théorie, il faut parce être que dans la pratique. Axel, permettez. Écoutez, quand le sous-préfet décide, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il a un cabinet. Une sorte de cabinet entre guillemets, l'ensemble de ses collaborateurs qui l'aident à la prise de cette décision. Si le sous-préfet estime que les lieux et le timing, les temps, la date indiquée pour l'organisation de cette manifestation peut être de nature à créer ou à perturber l'ordre public, le sous-préfet vous indique que à cette date, il n'est pas possible pour vous d'organiser cette manifestation. Veuillez, monsieur, la remettre à telle ou telle date. Les indicateurs sont plus probants, nous faisant état de ce que vous pouvez tenir votre manifestation en toute quiétude. Serge Alain, voyez-vous... Stéphane, vous êtes dans les... C'est ce qui se passe? Non, pas vous avez lu les... Non, pas du tout. Vous avez lu les dernières, surtout le sous-préfet d'Ebolova, qui a donné le récépissé au MRC, le lendemain est revenu pour dire que au même jour, la même heure, devait se tenir un autre meeting. Serge Alain, la situation peut évoluer. Le sous-préfet peut vous délivrer une autorisation de manifestation à 12 heures et qu'à 14 heures, il a des informations de ce qu'il y aura des perturbations. Il est en droit... Non, là-bas, il dit qu'il y aura une autre manifestation.
Oui, le comment comprendre? Restons sur le cas des Bolova. Bon, comment comprendre? Sur le cas précis des Bolova, ça peut être une erreur. Une erreur. C'est possible, l'erreur est humaine. Oui. Le sous-préfet peut délivrer plusieurs autorisations. Sachez que lorsque ses collaborateurs lui apportent le parapheur, il organise des séances de travail, il peut organiser. Mais là, il n'annule pas. Il peut vous proposer un autre lieu. Ouais. Le sous-préfet, il faut... C'est la mauvaise foi dont font preuve certains partis d'opposition. Axel, je vais vous brûler. On va d'abord, Axel, permettez. Gardez. Permettons d'abord à Stéphane. Serge Alain, les requérants brandissent la décision d'annulation, mais n'ont jamais relevé que le chef de terre, le sous-préfet, a fait des propositions pour un autre site. Mais c'est complètement faux. Ils font croire à l'opinion, le sous-préfet ne peut pas annuler les activités politiques d'une formation politique. Axel, permettez. C'est justement pourquoi je parle de la mauvaise foi de certains requérants qui n'indiquent pas que le sous-préfet a une solution alternative. Est-ce que ça a été ça, Yaoundé? On vient uniquement brandir à l'opinion la décision d'annulation, mais généralement on ne s'accorde pas, on ne s'apaisantit pas sur les motivations et les propositions, les solutions alternatives faites par l'autorité administrative. C'est pourquoi je parle de mauvaise foi de certains requérants. Le sous-préfet ne peut pas interdire l'activité politique d'une formation politique dont l'autorisation a été donnée, l'autorisation de création a été donnée par le préfet et même le ministre de l'administration territoriale. Mais au vu de certaines informations, de certains indicateurs, je vais vous rappeler, Bolova, c'est pas Yaoundé. Quand un sous-préfet arrive, à l'ENAM, ils ont en cours, ils ont ce qu'on appelle la sociologie du territoire. C'est pas parce qu'on a permis à 12 h au MRC d'organiser sa manifestation à Yaoundé 1er que cela est possible à Yaoundé 7e. Ce n'est pas les mêmes environnements, ce n'est pas le même territoire, la gestion n'est pas la même. Donc, le sous-préfet généralement propose des solutions alternatives que les leaders de l'opposition n'ont jamais brandies. Stéphane, je reviens à vous. Vous avez vu la réaction sur le plateau. Axel, allez-y. En fait, je pense que c'est un politologue, mais pas un politicien. Je crois qu'il se contente de ses livres et de ses cours, mais il ne va pas plus loin. Parce que justement, mon raisonnement est scientifique. Je donne la démarche administrative qui pousse une autorité à prendre une décision. Je vous explique qu'il y a un cabinet d'aide à la prise de décision qui est constitué à l'ensemble de ses collaborateurs. Ce sont les indicateurs sécuritaires qui motivent la décision du sous-préfet. Monsieur Zanga, croyez au minimum d'intelligence que j'ai. Si vous pensez vraiment... J'ai pas l'application d'insulter votre intelligence. Ok, d'accord, tant mieux. Tant mieux, donc vous y croyez. Donc je peux terminer alors. Si vraiment l'autorité se basait uniquement sur la loi, si la théorie était mise en pratique, vous pensez vraiment qu'on se plaindrait de quoi que ce soit? Parce que là, vous me parlez de ce qui doit se faire normalement. Et vous allez même plus loin, vous dites que ça se fait généralement. Heureusement qu'il y a un autre parti d'opposition là. Mais je sais pas, non, laissez-moi finir. Oui, mais vous me parlez de la règle. Il y a une déontologie à la matière. Attention, il y a deux choses différentes. Quand vous dites généralement, c'est le principe. Non, mais attendez, mais acceptez au moins de vous tromper et que je vous corrige. D'accord. Vous ne pouvez pas dire que je me trompe quand j'énonce le principe. Oui, mais vous ne parlez pas de principe là. Vous avez dit ce qui se passe généralement. Est-ce que ça se passe généralement dans vos manifestations? Non. Bon, je peux vous dire que il y a la théorie, il y a ce qui est censé se passer et il y a la pratique. Je suis suffisamment intelligent pour penser que si tout se passait comme c'est prévu sur les papiers, ben je ne serais même pas dans un parti d'opposition. Je serais probablement en train d'aborder un t-shirt à l'effigie de Paul Biya et de fêter le 6 novembre, comme tout le monde. Mais non, mais c'est parce que justement il y a des choses qui ne se passent pas. Permettez. C'est terrible, vous ne voulez pas me laisser parler. C'est justement parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme c'est prévu dans la loi que vous nous voyez aujourd'hui venir sur des plateaux et critiquer le parti au pouvoir. Non, je tiens à vous dire que, bon, vous avez parlé des Bolova. Nous, on a une manifestation. La loi dit quoi? Je crois, c'est la loi 055/90 du 19 décembre 1990 qui dit, je crois dans son article 2 ou 3 alinéa 2, non, je pense que c'est l'article 1, alinéa 2, qui dit que normalement, on doit automatiquement recevoir un récépissé. Une fois qu'on dépose immédiatement une demande de manifestation. Oui. Bah, je tiens à vous dire que depuis le 16 octobre, nous avons déposé une demande de manifestation, non, un peu plus tôt d'ailleurs, une demande de manifestation pour le 19 octobre, qui était une manifestation
pour les morts qu'on a constatés dans le nord-ouest, le sud-ouest, après le grand dialogue, dont Madame Florence Ayafor, paix à son âme, jusqu'à présent, on n'a rien eu. Donc, si vous me dites aujourd'hui que généralement, on est censé recevoir un récépissé, je vous dis non. C'est en théorie, on est censé recevoir un récépissé. Donc, les mots ont un sens en français. Vous êtes censé recevoir un récépissé qui peut être annulé par la oui, mais si on ne reçoit même pas le récépissé, ça veut dire qu'il y a bien un problème. Ne dites pas généralement ce qui se passe quand vous ne savez même pas ce qui se passe. Arsène Batogo, comment vous sentez après cette haute interdiction par rapport à la manifestation de Douala? Il y a eu Bolova, il y a eu Yaoundé, maintenant c'est Douala. La démocratie est bâillonnée au Cameroun et on assiste à la mise à mort de la démocratie et des libertés publiques au Cameroun. Et dans la sortie du président américain sur la question de la Goa, où il disait que le Cameroun ne respecte pas de manière systématique, viole systématiquement les droits et libertés, ça se voit en mon vision et de manière claire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Le Cameroun est en train de basculer dans un état monolithique, pour ne pas dire où on force, où on veut dicter une seule vision, une seule pensée. Pourtant, il y a du sang des Camerounais qui a coulé pour qu'on en arrive au moins au minimum qui aujourd'hui les uns les autres peuvent s'exprimer pour que nous soyons assis sur ce plateau. Des Camerounais sont morts. Et nous ne pensons pas que ceux qui sont des agents de l'État, l'administration est au service de l'État. Ça veut dire quoi? C'est le poumon de l'État. Un régime peut venir, il s'en va, et un autre le succède, mais l'administration subsiste. On a vu dans des États, comme aux États-Unis par exemple, comme en Espagne, en Italie, où le gouvernement est bloqué, où il est dissous, où le Parlement est dissous, mais l'administration reste et subsiste. Les administrateurs, s'ils sont des militants d'un parti politique, qu'ils prennent clairement au vu au-dessus de tous, pour se dire que tous les sous-préfets sont des militants. Regardez la systématisation. Tous les sous-préfets sont les militants? Qu'ils nous le disent. Regardez ces derniers jours. Ebolova, interdit. Yaoundé, interdit pour ce qui est du MRC. L'allié Pendaïkoka veut donner une conférence de presse. On l'interdit. Et quelqu'un nous raconte qu'il y a un service de renseignement qui a fait son travail. On a eu les informations qu'il y a risque. Lorsque vous organisez une conférence de presse dans une salle, en relation presse, vous adressez des demandes d'accréditation, des invitations aux différents médias, aux organisations de la société civile. Vous savez qui vous avez invité. Et vous prenez des mesures et des dispositions pour ne parler que de la conférence de presse de l'allié Pendaïkoka et du mouvement AGI. Vous contrôlez clairement vos effectifs. Une conférence de presse comme celle-là ne prend pas 100 personnes. Un certain nombre de journalistes et quelques acteurs bien connus du mouvement Agir. Mais on a trouvé des raisons de l'interdire. Et tout à l'heure, au journal, on a suivi à Douala que le sous-préfet aurait des informations, qu'il y a des infiltrés qui seraient... On en parle tout à l'heure. Voilà, pour venir faire du tout. Alors, quels infiltrés il s'agit? Ce n'est plus le MRC qui infiltre pour déstabiliser le pays, parce que quand vous lisez les propos des militants de l'autre côté, c'est le MRC, le wanted, le parti à battre qui veut déstabiliser les institutions, qui veut. Mais on est surpris que les ennemis du MRC viendraient infiltrer le parti. Mais pourquoi est-ce que si le MRC était aussi sadique et cynique, n'a pas infiltré les meetings qui se sont tenus cet camp-là hier pour qu'il y ait des ordres? Mais à ce niveau, les enquêtes, les services de renseignement de la sous-préfecture ont trouvé clairement que toutes les conditions étaient réunies pour que les meetings se tiennent. Mais sauf que quand c'est les autres, il y a risque de trouble à l'ordre public. Stéphane Zanga, justement, le sous-préfet de Douala 5e qui interdit la manifestation du MRC projetée samedi 9 novembre au lieu dit Petit Terrain. Nous sommes à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala. Entre autres raisons, il dit ceci: des individus aux intentions douteuses peuvent infiltrer vos rangs. Il s'adresse
au MRC pour poser des actes de nature à troubler l'ordre public. Comment comprendre ça? Serge Alain, c'est dans l'intérêt du MRC que le sous-préfet interdit cette manifestation. Le MRC doit saluer la décision de l'autorité. Ah, le sous-préfet a sauvé le MRC, là. Qui vise à protéger les organisateurs de cette cérémonie. Si le sous-préfet dispose des informations selon lesquelles des infiltrés peuvent commettre des actes irrépréhensibles, s'il autorise une telle manifestation, lorsque les enquêtes vont commencer, monsieur Serge Alain, autant pour moi, le sous-préfet peut être cité comme complice. Et les mêmes opposants viendront dire que les autorités administratives, l'administration a organisé des troubles pour, je vais même dire, abattre le MRC, comme l'indiquait tout à l'heure. Pour reprendre à quoi servent les forces de l'ordre dans ce cas? Les forces de l'ordre viennent. On a vu un meeting à Bafoussam du RDPC qui était à haut risque. On a mobilisé tout l'état-major de la sécurité de la région de l'Ouest. Mais ce meeting s'est tenu quand même. C'est à Douala que le MRC, des infiltrations seraient de nature à créer des incidents. Serge Alain, ça dépend du type de menace et le sous-préfet n'indiquera pas le type de menace. Là, vous ne rentrez pas dans les secrets de la boîte noire. C'est des attaques terroristes. Et je vais vous dire, le Cameroun en ce moment est sur plusieurs fronts. Tout à l'heure, nous l'indiquions. Nous indiquions le front de l'extrême nord, le front des bandes armées qui attaquent du côté de l'Est et la crise anglophone. Vous voyez que l'essentiel des services de sécurité sont mobilisés de ce côté-là. On ne va pas revenir sur la stratégie de défense du Cameroun. Si des indicateurs de ce que les services de sécurité à la disposition du sous-préfet ne peuvent pas contenir le débordement qui pourrait avoir lieu, mais le sous-préfet a le droit, je dis dans l'intérêt du MRC, d'interdire cette manifestation. Il ne l'interdit pas, il propose d'autres dates au MRC. Lorsque l'environnement sera plus serein, le parti pourra tenir son meeting. Parce que le sous-préfet ne peut pas arrêter les activités d'une formation politique. Quelle est la date que le sous-préfet a à Yaoundé? C'est pourquoi j'indiquais tout à l'heure que la mauvaise foi... C'est pourquoi j'indiquais tout à l'heure que la mauvaise foi des récréatifs... Si on s'entend au meeting des Bolova, par exemple, le MRC a voulu tenir le meeting samedi. Après, il a décalé son meeting vendredi. Le RDPC avait dit qu'il devait faire le meeting samedi, mais ils sont revenus pour dire qu'ils vont aussi faire leur meeting vendredi. Qu'est-ce que vous parlez finalement? Vous parlez de quoi sur ce plateau en réalité? Mais attendez. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui a été proposé à Bolova? Rien. Qu'est-ce qui a été proposé à Yaoundé? Rien. Qu'est-ce qui est proposé à Douala? Vous parlez de quelle proposition de lieu et date? De la salle de classe pour continuer un meeting dans une salle de classe. Je vous indique que justement la salle de classe. La salle de classe, on peut tenir un meeting dans une salle de classe. Vous voyez, vous voyez donc que vous faites preuve de mauvaise foi. Si le site retenu est un établissement scolaire, vous remarquerez que il y a l'esplanade. Comme on vous demande, vous n'avez pas l'autorisation sur le directeur de l'école au préalable. Vous ne me direz pas que le directeur de cette école organise ces manifestations dans la salle de classe. Il y a quand même l'esplanade de l'école qui est un site qui peut accueillir un meeting. Soyons sérieux. Axel Ebé, est-ce que vous pouvez quand même parfois donner, accorder des circonstances au sous-préfet, qui est le patron de sa circonscription, quand on dit qu'il a des informations que les autres n'ont pas? Est-ce que vous pouvez comprendre? Déjà, je vais rajouter un mot. Oui. Il est malheureusement le patron de sa circonscription. Son territoire de commandement. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il est temps qu'on supprime ce poste, parce que je ne sais pas encore à quoi sert le sous-préfet au Cameroun. Bon, vous me demandez d'accorder des circonstances atténuantes. Oui, est-ce que parfois le sous-préfet n'a pas des informations que le citoyen lambda n'a pas? Alors, peut-être, mais je suis le citoyen lambda. Oui. Donc, malheureusement, je ne sais pas. Donc parfois quand le sous-préfet... Moi je pense que dans notre pays, il est temps de donner des informations justement aux citoyens lambda. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a telle personne ou telle personne qui va infiltrer la manifestation du PCRN à Douala le 19 octobre, si jamais il manifeste, enfin encore que c'était une marche silencieuse pour commémorer la mémoire des citoyens qui sont tombés dans le nord-ouest et le sud-ouest, si vous me dites ça, enfin, démontrez-le, prouvez-le. Vous me demandez d'accorder des circonstances atténuantes dans le vent. C'est vraiment très compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. Non, attends, c'est à moi qu'on posait la question. Cher ami, le sous-préfet ne rentrera pas dans les détails
puisque la détection des indicateurs de ce qui aurait des troubles amène directement les services de sécurité à préparer une réponse. Et la stratégie, on ne la met pas à votre disposition. Non, je suis désolé. C'est particulièrement pénible ce qui se passe là. Parce que je suis en train de parler, il me coupe la parole. Oui. Moi, je veux juste te dire une chose. D'ailleurs, ça me permet même de rebondir sur ce qu'il a dit. Même s'il m'a coupé la parole de façon assez impolie, mais c'est pas grave. Je vous pardonne. Donc, en fait, si aujourd'hui, le sous-préfet détient des informations qui tendent à peut-être à perturber une manifestation quelconque, qu'elle soit du PCRN, du SDF ou du MRC ou même du RDPC. Mais rarement du RDPC, parce qu'on a rarement jamais. On a rarement vu ce type de motif. Jamais, pas rarement. La conjoncture sécuritaire peut être par providence favorable au RDPC. Toujours favorable au RDPC. Ça peut arriver. Comme elle peut être favorable au MRC. Elle n'a jamais été. À tous les coups. Non, vous avez Axel, en fait, je pensais qu'il n'y avait pas de représentant du RDPC sur le plateau ce soir. J'essaye de comprendre. Mais on a plus qu'un... Il n'y a pas de... Non, on a même un porte-parole de la présidence. De l'autorité administrative. Ok, d'accord. On a un porte-parole de l'autorité administrative. Stéphane Zanga est politologue. C'est vraiment un bon politologue. J'espère que vous aurez votre décret. Bon, en fait, je pense juste qu'aujourd'hui, qui dépose une demande de manifestation, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un parti politique. Donc on peut au moins donner les informations au parti politique en question. Mais nous, on n'a jamais aucune information. Parfois, on n'a même pas le récépissé. Donc c'est qu'il y a quelque chose de grave. Je suis désolé, je vais vous le redire, sortez de vos livres. La politique, c'est dehors. Ce n'est pas dans les universités. Quand le PCRN sera au pouvoir, il convoquera les formations politiques qui vont travailler de concert avec les services de sécurité. Je vous en prie, la stratégie. Non, on parle de stratégie, on parle d'information. Mais franchement, je crois que c'est la première fois que vous dites quelque chose de très... Vous n'avez plus la parole. Au moins, on sera au pouvoir. C'est déjà bien. Monsieur Batogo, l'autre raison avancée par le sous-préfet de Douala 5e, c'est l'absence de l'accord du gestionnaire, propriétaire du site, retenu pour la dite manifestation. Il faut toujours trouver un peu comme il faut toujours trouver la petite bête au stade Omnisport. Oui. Alors il faut toujours pour dire que vous n'avez pas rencontré le gestionnaire du stade le petit terrain à Bonham Sadi. La loi, je ne suis pas juriste. Est-ce que la loi prévoit dans le processus de déclaration? Le sous-préfet doit la 5e, il veut voir... c'est pour ça que j'ai dit... L'élément, ce document du j'ai parcouru quand même cette loi, il n'est pas prévu une constitution du dossier dans lequel on prévoit la lettre, la déclaration ou la demande, selon les circonstances, et les autorisations préalables, soit votre facture d'hôtel, ou l'espace de stade, ou l'école publique, comme on a vu ici en Pandéna, on dit qu'il faut aller prendre... l'autorisation d'abord du directeur de stade alors qu'on est à l'esplanade. D'abord le ministre des Sports. Voilà, ou le ministre des Sports. Alors, c'est la basse manœuvre. La basse manœuvre pour trouver la petite bête pour essayer de donner du contenu légal ou justifié à ce rejet de manière qui est systématique. Voyez-vous en espace de une semaine ou deux, le MRC a voulu tenir 3 meetings. Ebolova a été un épisode rocambolesque où le sous-préfet délivre le récépissé et puis se retracte parce que dans nos états-majors, on avait prévu faire le meeting le samedi, le 2. Mais on a dit, on va ramener le meeting le vendredi, puisque nous avions eu ces informations de basse manœuvre, qu'ils fassent leur mouvement le samedi. Mais vous avez été informé de ce qui pouvait avoir des choses on a eu des informations coup-ci, coup-ça, mais pas de manière formelle. On dit, on a décalé cette activité parce qu'on s'est dit, finalement, pour éviter, nous-mêmes, nous avions pris des mesures. Au MRC, on a pris des dispositions pour que le meeting qui devait se dérouler au stade Kovos, qui est un stade fermé, se déroule avec nos dispositions sécuritaires. Et nous pensions aussi que le sous-préfet allait écrire au commandant d'armes en place pour déplacer les éléments parce que nous nous connaissons presque tous comme militants.
Mais maintenant, les sympathisants aussi, parce que le parti fonctionne d'une manière très structurée, où il est difficile au MRC d'avoir facilement les intrus. Parce que nous avions un langage politique codé. Si vous n'êtes pas militant actif ou sympathisant actif, il y a des choses très vite qu'on saura que vous n'y êtes pas, même si vous êtes des espions, puisqu'il y en a, mais en réalité, un seul individu ou 2 ou 3 individus ne peut pas venir troubler un meeting lorsque il y a quand même quelque chose de l'ordre. À Ebolo, il y a combien de policiers? Il y a combien de gendarmes? Il y a combien de militaires, etc., etc. Il y a plusieurs cas de maintien de l'ordre. On leur a laissé le samedi, mais le sous-préfet a trouvé justifié. Et même ce qui est plus compliqué, c'est que on a défendu aux citoyens camerounais d'entrer dans une partie du pays. Alors vous voyez donc ce que le sous-préfet en complicité avec toutes les autres forces qui sont mobilisées sont capables de faire. Et pourtant, nous sommes dans une posture de recherche, je ne veux pas utiliser le mot mendicité, de recherche d'un retour de vivre ensemble, d'un retour à la paix, les deux concepts qui sont mis en mal à cause de la malgouvernance. Au jour d'aujourd'hui, donc, on entend des discours, le Cameroun est un état de droit. Des gens s'expriment, mais une expression orientée. Si vous êtes pour les éloges de l'ordre gouvernant, vous avez toutes les autorisations. On a vu avec les partis alliés qui organisent leurs manifestations à gauche et à droite. Mais lorsque vous dites que cette façon de faire, on peut faire autrement que cette façon de faire. Parce que la critique au MRC, elle n'est pas la critique, mais elle est la critique constructive, avec des propositions fortes. Combien de mémorandas l'OMRC en a fait en termes de réformes? C'est pour ça que nous disons qu'il est urgent qu'il y ait une réforme constitutionnelle, qu'il y ait une réforme d'un ensemble des institutions, parce que à ce rythme, à un certain moment donné, il va être difficile de contenir et d'amener les uns les autres à se contrôler. Parce que lorsque vous êtes bâillonnés de cette manière, de manière systématique, les uns les autres, la force politique va finalement trouver d'autres voies et moyens qui seront difficilement contrôlables. Pour dire donc mon ami Zanga, avec qui je me suis retrouvé sur un autre plateau, je suis au regret de voir qu'il fait la récitation théorique et des textes et de ce qui devrait être fait. Mais au moins, si le minimum était fait, on est donc arrivé à un niveau où, lorsque la loi et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi deviennent des iniques et de l'iniquité, la résistance à ce moment donc devient également un devoir ou un droit pour celui qui se rend compte que tous ces droits sont complètement bâillonnés. Votre dernier mot, le meeting de Douala interdit, vous y allez quand même samedi? Alors, jusqu'ici, en entrant dans ce studio, je n'avais pas les derniers dénouements. Qu'est-ce qui a été décidé au niveau du directoire, peut-être sorti du studio? On saura ce qu'il y a lieu de faire, puisque le président est encore à Bafoussam. Certainement, il va rentrer nuitamment, puisqu'il allait se recueillir aujourd'hui. On a regardé au journal, c'est vrai qu'un papier n'est pas passé, on a juste annoncé. Quand il rentrera, certainement avec l'état-major du directoire, il y aura une concertation et une conduite à tenir devra être communiquée au parti. Il y a eu des images. Axel Ebé, sur cette perception de l'opposition-là, qui pense que tous les meetings, les marches sont les autorisations, c'est-à-dire que lorsque ces partis politiques, l'opposition, vont vers l'autorité administrative, c'est systématiquement rejeté. Comment sortir de cette façon de faire? Comment amener le sous-préfet à comprendre que ça peut aussi bien se passer? Parce qu'il y a toujours ce petit élément, il y aura trouble à l'ordre public. Alors, je pense qu'à un moment, il faut sortir vraiment des querelles partisanes et se dire que c'est le Cameroun. Je continue à penser que quand je vais déposer une demande de manifestation chez un sous-préfet, c'est avant tout un Camerounais avant d'être un militant du RDPC et autres. Donc, si vous me demandez comment sortir de là, je ne sais pas. Je vais continuer à déposer et leur dire que la route devant la sous-préfecture n'est pas goudronnée. Donc on va militer pour convaincre les citoyens de voter pour le changement, pour qu'on arrive à avoir de vraies infrastructures et un vrai changement dans toutes les sphères de la société. Mais en tout cas, je peux vous rassurer
que je pense que vous avez bien suivi. Je crois d'ailleurs que Equinox était une des chaînes qui a le mieux suivi la campagne durant les présidentielles. On avait déjà tous ces blocages. Donc le président du PCRN, Cabral Libye, a dû rivaliser de toutes les pirouettes que vous pouvez imaginer. Il a perdu énormément d'heures de sommeil pour arriver à ce que sa candidature soit acceptée et ensuite à avoir le score qu'il a eu, même si bon, il n'a pas été élu, mais c'était un score plus ou moins honorable pour quelqu'un avec ses moyens qui sortait de là où il sortait. Donc nous allons continuer à perdre des heures de sommeil, à multiplier les pirouettes pour tenter d'imposer notre projet de société. Je peux vous garantir que jusqu'à présent, nous sommes sur le terrain. Demain, le président du PCRN, Cabral Libye, sera à Gambé et il continue ses tournées. Moi, j'ai entendu tout à l'heure que apparemment le professeur Kamto a fait le tour de 340 communes. Je pense que c'est faux. Mais je peux vous garantir que s'il y a bien un qui est déjà à 2 fois et demi le tour du Cameroun, c'est Cabral Libye. Et il continue. Donc nous irons auprès des populations depuis 2017. Qui aura fait le tour du Cameroun? C'est ça le problème? 2 fois et demi le tour du Cameroun. Okay. Et nous irons auprès des populations pour imposer notre message. Si le sous-préfet ne nous écoute pas, je suis sûr que les citoyens vont nous écouter. Stéphane Zanga, vous avez la lourde... Je vous en prie, Stéphane Zanga, vous avez la lourde mission de conclure cette émission. C'est vraiment dommage. Il y a cette perception-là dans l'opinion. Il se dit, l'opposition, lorsqu'elle veut manifester, systématiquement, c'est le rejet. Et lorsque c'est le RDPC, systématiquement, on autorise. Dans un contexte comme celui-ci, on parle d'apaisement. Je reviens sur ma position. On a vu le RDPC manifester hier sur l'ensemble du territoire national. Mais il y a le MRC qui veut manifester samedi à Douala. On dit non. Serge Alain, je vais donner un petit exemple rapidement pour vous dire que moi personnellement, Stéphane Zanga, j'ai été mandaté par monsieur Parfait Ongede, qui a écrit un ouvrage sur le président de la République, Paul Biya, leader invétéré de la jeunesse. Militant du RDPC. Écoutez, souffrez de m'écouter, ne m'interrompez pas, je vous en prie. Qui doit organiser la cérémonie de dédicace de ce ouvrage au Yaoundé Hilton Hotel. Et c'est le sous-préfet, sans publicité, oui. Et c'est le sous-préfet de Yaoundé 3e, Aïfoulan, qui est territorialement compétent. Il a conditionné la signature du récépissé par la réservation du Yaoundé, de l'hôtel qui doit abriter cette cérémonie. Il s'agit bien d'un ouvrage dédié au président de la République, mais le sous-préfet est resté catégorique, a dit, vous déposez d'abord la réservation de l'hôtel dans le site qui va abriter l'événement. À partir du site, le sous-préfet sait comment, avec ses services, s'organiser. Et c'est resté à son... Le document est resté à ses services. Nous attendons. Pour simplement rappeler à certains membres des partis d'opposition que les chefs de terre ont une stratégie et une méthode de travail. L'idéal est que toutes les formations politiques puissent s'exprimer. C'est un travail de veille politique que les formations politiques assurent à la veille d'une élection locale qui pourrait être annoncée pour les prochains jours. Je ne vois pas l'intérêt des autorités administratives à bloquer les activités des formations politiques de l'opposition ou de la majorité. Ils n'ont bloqué aucune manifestation de la majorité. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur ce plateau. Je pense que ils n'ont bloqué aucune manifestation de la majorité. Je vous en prie. Je pense que les formations de l'opposition qui sollicitent des récépissés de manifestations publiques doivent de concert travailler avec les autorités administratives, suivre les nouvelles orientations qui leur seront données par celles-ci, et que aucun sous-préfet n'interdit la manifestation, mais généralement demande de décaler les lieux ou les dates des dites manifestations. Voilà, merci Stéphane Zanga d'être passé, merci Axel Ebé, merci Arsène Batogo. Je vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, petit terrain, bonhomme Sadi.